Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue avec la série d'exercices d'application. Cette fois-ci, on va voir 13 questions croques sur les organes lymphoïdes centraux et périphériques. L'objectif de cette vidéo, c'est de savoir la structure des organes lymphoïdes centraux et périphériques, de savoir les fonctions et bien sûr la composition cellulaire de chaque organe. Je commence par la première question. Identifier cet organe, compléter la légende, citer ses principales fonctions et donner 3 caractéristiques des cellules obtenues dans cet organe. On peut remarquer la présence de 2 lobes ici avec une couleur jaunâtre. Il s'agit de thymus qui est un organe lymphoïde central. Le thymus comporte 2 lobes organisés en lobules. Chaque lobule est formé par la capsule, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un organe lymphoïde central encapsulé. On a les trabécules, on a 2 zones, la zone corticale et la zone médulaire. La zone corticale ou bien la zone sous-capsulaire qui est la zone dense est très riche en thymocytes immatures. Et ici au centre, on a la zone médulaire dans laquelle on peut trouver la corpuscule du Hassel. La deuxième partie de question, c'est de citer les principales fonctions du thymus. Donc, c'est le lieu de maturation centrale des lymphocytes au niveau duquel il y aura l'acquisition d'un TCR fonctionnel monospécifique, de savoir distinguer entre le soi et le non-soi et bien sûr tolérer le soi, mais aussi savoir distinguer entre le soi normal et le soi anormal et bien évidemment tolérer le soi normal. Les cellules T matures issues de thymus doivent avoir 3 caractéristiques. Les lymphocytes doivent être matures, c'est-à-dire qui expriment un TCR spécifique fonctionnel monospécifique. Immunocompétents, c'est-à-dire capable de distinguer entre le soi normal et le soi anormal, mais bien sûr de distinguer entre le soi et le non-soi, et bien sûr qui sont des lymphocytes naïfs, c'est-à-dire ne sont pas activés encore par l'antigène, puisque vous savez que au niveau des organes lymphoïdes centraux, la maturation centrale est indépendante des antigènes étrangers et donc les cellules sont encore naïves. La deuxième question, toujours dans le cadre du thymus, donc on va compléter le schéma avec donc la précision des différentes zones qui forment le thymus et bien sûr on va ajouter un titre convenable. Donc si on a la capsule, on a ici au niveau de ces zones, on a la zone des cellules épithéliales corticales et on a les thymocytes qui sont les précurseurs des lymphocytes immatures. Ces zones, c'est la zone corticale ou bien le cortex qui est sous la capsule, directement sous la capsule. Au niveau de l'autre zone, au milieu, on a des cellules épithéliales médulaires, on a les cellules dendritiques ici, on a les macrophages et on a la corpuscule du Hassel. Une fois vous trouvez corpuscule du Hassel, il s'agit de la médula. Donc ici, cet schéma montre l'organisation structurale du thymus. Troisième question, donner les 5 phénomènes physiologiques subis par les thymocytes durant la maturation centrale. Tout d'abord, les thymocytes subissent une expansion clonale double négative puis double positive. Par la suite, il y aura la migration des thymocytes immatures de la zone corticale vers la zone médulaire, puis une modification phénotypique, puis le réarrangement des gènes codant les chaînes du TCR et finalement la sélection thymique positive puis négative. Et bien évidemment,
Dans la quatrième question, on va répondre à propos de la sélection thymique. Donc, la question dit d'écrire brièvement les 3 types de sélection que subissent les thymocytes au cours de leur maturation. Alors, on peut comprendre qu'au cours de la maturation centrale intrathymique, les thymocytes subissent 3 types de sélection: la bêta-sélection, la sélection positive et la sélection négative. Les 2 premières sélections ont lieu au niveau de la zone corticale du thymus, tandis que la sélection négative a lieu dans la jonction cortico-médulaire, c'est-à-dire entre le cortex et la médula. Alors, c'est quoi la bêta-sélection? La bêta-sélection, c'est la survie et la prolifération des thymocytes immatures qui expriment un pré-TCR fonctionnel formé par une chaîne bêta avec une chaîne pré-alpha. 90% des thymocytes qui n'expriment pas ce TCR meurent à ce stade. Donc, il s'agit d'un signal de survie des thymocytes exprimant un pré-TCR fonctionnel. La sélection positive. Après avoir en fait des thymocytes immatures qui expriment un pré-TCR fonctionnel, on a la survie des thymocytes double positifs qui reconnaissent les autoantigènes présentés par les cellules épithéliales corticales par leur TCR avec une affinité modérée. Après la sélection, il y aura le passage des thymocytes double positifs vers un stade simple positif, c'est-à-dire soit CD4+, soit CD8+. Ce passage s'effectue en fonction de la molécule CMH que le TCR a reconnue, c'est-à-dire si le TCR reconnaît un CMH1, les cellules gardent le CD8 et perdent le CD4 et on a des lymphocytes CD8+. Mais si le TCR reconnaît un CMH2, bien sûr, les cellules gardent le CD4 et perdent le CD8 et on a des lymphocytes CD4+. Après avoir le passage des thymocytes double positifs sélectionnés positivement vers des thymocytes simples positifs pour donner les LT-CD8+, ou LT-CD4+, on a la sélection négative. Normalement, la sélection négative, c'est dire mort. D'accord? Et cette sélection a lieu au niveau de la jonction cortico-médulaire. Il s'agit de la mort par apoptose des lymphocytes simples positifs autoréactifs, c'est-à-dire qui reconnaissent l'auto-antigène présenté dans la cavité des CMH des cellules dendritiques avec une forte affinité. Maintenant, quels sont les 2 organes lymphoïdes responsables de la maturation centrale des LB et des LT? On a vu ensemble le thymus et bien sûr la moelle osseuse qui est impliquée dans la maturation centrale des lymphocytes. Donc, on va voir maintenant l'ontogenèse des LB. On va citer les principaux stades de différenciation de LB au cours de sa maturation centrale qui a lieu au niveau de la moelle osseuse. On a le premier stade, le précurseur progéniteur B, puis on a le progéniteur B, ici, n'exprime pas encore le BCR, puis on a le précurseur B, ici, qui exprime un pré-BCR. On peut remarquer ici la présence des domaines donc constants de la chaîne lourde, d'accord, et qu'il y a une chaîne donc ici. Et bien sûr, on a les LB immatures qui expriment un vrai immunoglobuline M membranaire. Puis on a les LB matures naïfs qui expriment à la fois l'IgM membranaire avec l'IgD. Citer les principaux stades de différenciation de LB au cours de sa maturation périphérique maintenant. Donc, au cours de sa maturation périphérique, c'est-à-dire la phase dépendante de l'antigène, puisque la maturation périphérique a lieu au niveau des organes lymphoïdes périphériques après l'activation de lymphocyte B par un antigène. Donc, on passe d'un lymphocyte B mature naïf provenant de la moelle osseuse
vers un lymphocyte B mature activé par l'antigène. Et ce lymphocyte B mature activé se différencie en plasmocyte productrice d'immunoglobulines et en lymphocyte B mémoire, bien sûr. Voilà. C'était le lieu de la maturation périphérique des lymphocytes B, en fait, où se fait exactement cette maturation périphérique et les 5 principaux phénomènes que subit un lymphocyte B au cours de cette maturation périphérique. On a dit que la maturation périphérique a lieu au niveau des organes lymphoïdes périphériques et cette maturation dépend de l'antigène. Mais où exactement? Justement, la maturation périphérique d'un lymphocyte B a lieu dans le centre germinatif au niveau de la zone corticale du ganglion lymphatique. Au cours de cette maturation, le LB subit 5 principaux phénomènes qui sont l'expansion clonale, c'est-à-dire la prolifération pour donner un clone des LB génétiquement identiques, les hypermutations somatiques qui ont lieu aléatoirement au niveau des chaînes variables qui codent pour le BCR des lymphocytes B et qui ont par conséquent soit l'augmentation de l'affinité de BCR, soit la diminution de l'affinité. C'est pour cette raison qu'il faut sélectionner les LB qui expriment des BCR de forte affinité et cette sélection se fait par les cellules dendritiques folliculaires. Et puis, la différenciation des LB sélectionnés en plasmocytes et en cellules mémoire et finalement la commutation de classe d'immunoglobulines. Citez les 3 états fonctionnels dans lesquels peut se trouver un lymphocyte B dans l'organisme et les marqueurs phénotypiques qui les caractérisent. Donc, on a 3 états fonctionnels dans lesquels peut se trouver un lymphocyte B dans l'organisme. Bien sûr, les LB naïfs qui expriment un IgM membranaire avec un IgD membranaire avec bien sûr le CD79A et B qui forment le complexe BCR, mais bien sûr le CD19 qui est un marqueur spécifique de la population des LB, mais à l'état naïf, les LB naïfs expriment le HSA. Pour les LB activés, on a seulement l'immunoglobuline M membranaire et on a le marqueur d'activation qui est le CD80, CD86. Et bien sûr, on a l'LB mémoire qui exprime à sa surface soit IgG, soit IgA, soit IgE membranaire. Et voilà, c'est ça le marqueur qui indique que le lymphocyte B est un lymphocyte B mémoire. Citez les 2 sous-populations des LB et les principales différences. On a 2 sous-populations des LB. Donc, voilà ici les marqueurs, j'ai bien noté. Donc revenons aux 2 sous-populations des LB. On a les LB1, qui est la sous-population minoritaire des LB, exprime le CD5. Donc, ces cellules sont MIGM plus CD19 plus CD5 plus, sont impliquées dans les réponses immunitaires innées par la sécrétion d'IgM naturelle polyspécifique. Pour les LB2, c'est une sous-population majoritaire des LB, n'exprime pas le CD5, comme ici, et sont impliqués dans les réponses immunitaires adaptatives via la sécrétion de différentes classes d'immunoglobulines en fonction de l'antigène en cause et en fonction des cytokines qui orientent la commutation isotypique. Concernant l'ontogenèse des lymphocytes, phénotypiquement donné les 4 principaux stades de maturation centrale des thymocytes, c'est-à-dire au niveau du thymus, on a 4 stades qui sont les stades de thymocytes triple négatif, c'est-à-dire c'est des 3 mois, c'est des 4 mois et c'est des 8 mois. Puis on a les thymocytes double négatifs qui expriment le CD3 mais n'expriment pas ni CD4 ni CD8. Puis on a les thymocytes double positifs qui expriment à la fois CD4 et CD8. Et finalement, les thymocytes simples positifs
qui expriment soit le CD4+, soit le CD8+. Donner les deux principales populations de LT issues de la maturation thymique. Selon, bien sûr, le type de TCR, on a les lymphocytes alpha-bêta qui expriment un TCR alpha-bêta et donc c'est une population majoritaire des lymphocytes. Et on a les lymphocytes gamma-delta qui expriment un TCR gamma-delta et qui peuvent être double négatives ou bien simple positive et il s'agit d'une population minoritaire des lymphocytes. Puis, donner les caractéristiques phénotypiques des deux principales sous-populations fonctionnelles de la population majoritaire de lymphocytes immunocompétents. Je reviens. Donc, c'est quoi en fait la population majoritaire de lymphocytes immunocompétents? C'est les lymphocytes alpha-bêta. C'est quoi les caractéristiques phénotypiques? C'est ça en fait. C'est CD3+, CD4+, CD8-, c'est ça. D'accord? Mais la population majoritaire de lymphocytes immunocompétents possède deux sous-populations qui sont les lymphocytes H et les lymphocytes C. Les lymphocytes H expriment du côté du TCR alpha-bêta et le CD3 le CD4+, mais les lymphocytes cytotoxiques expriment le CD8+. Donner les états fonctionnels dans lesquels peut se trouver un lymphocyte dans l'organisme et les marqueurs phénotypiques qui les caractérisent. Donc, on a passé de deux populations. La population majoritaire a deux sous-populations. Cette sous-population a 4 états fonctionnels qui sont. Donc, je reviens. Les lymphocytes, les états fonctionnels. Les lymphocytes peuvent être comme les LB. À l'état naïf, exprime TCR alpha-bêta+, CD3+, CD4+, ou CD8+, et le CD45RA. Pour, à l'état activé, les lymphocytes expriment le CD25 et le CD40 ligand. Ce sont les deux marqueurs d'activation. Et à l'état mémoire, les lymphocytes expriment le CD45RO. C'était les 4 états fonctionnels des lymphocytes helper. Les molécules impliquées dans cette polarisation lymphocytaire et le type de la réponse immunitaire induite. Les lymphocytes helper possèdent 4 états fonctionnels. On a les lymphocytes helper du type 1. La polarisation de TH naïf vers TH1 se fait en présence de l'interleukine 12 et l'interféron gamma. Ces cellules donc amplifient la réponse immunitaire à médiation cellulaire contre les antigènes intracellulaires tels que les bactéries à multiplication intracellulaire, les virus et les cellules modifiées. Les lymphocytes TH2 sont obtenus en présence de l'interleukine 4, l'interleukine 5 et l'interleukine 13. Ces cellules produisent des cytokines impliquées dans l'amplification de la réponse anticorps contre les antigènes extracellulaires, bien sûr. Le troisième état fonctionnel, c'est les lymphocytes Th17. Leur polarisation se fait en présence de l'interleukine 17, l'interleukine 6 et le TGF-bêta. Ils sont impliqués dans la réponse immunitaire antifongique, c'est-à-dire la réponse immunitaire contre les champignons, par la production de l'interleukine 22 et l'interleukine 23, qui recrutent les polynucléaires neutrophiles au site inflammatoire. Et finalement, les lymphocytes régulateurs, dont leur polarisation se fait en présence de l'interleukine 10 et le TGF-bêta, qui sont des cytokines anti-inflammatoires, et justement, ces cellules ont un rôle immunosuppressive sur la réponse immunitaire.
Voilà, donc la polarisation TH1, TH2 en fonction de l'absence ou la présence de l'interleukine 12. Si on a l'interleukine 12, on a la polarisation vers TH1 qui produise l'interleukine 2, l'interféron gamma impliqué dans l'immunité cellulaire. Si on n'a pas l'interleukine 12 et on a l'interleukine 4, la polarisation se fait vers TH2 qui produisent les cytokines TH2 qui sont l'interleukine 4, l'interleukine 5, l'interleukine 10 et l'interleukine 13 impliqués dans l'immunité immorale. Et bien sûr, si on a la réponse TH1, bien sûr, la réponse TH2 est inhibée et vice-versa. Pour les autres états fonctionnels, voilà, en fait, juste c'est un rappel. Donc, huitième question, donnez les deux groupes des organes lymphoïdes périphériques. Donc, les organes lymphoïdes périphériques maintenant sont classés en organes lymphoïdes périphériques encapsulés dits systémiques et en organes lymphoïdes périphériques non encapsulés associés aux muqueuses. Les organes lymphoïdes périphériques encapsulés sont le ganglion lymphatique ou bien appelé aussi le nœud lymphatique et la rate. Les organes lymphoïdes périphériques non encapsulés, ce sont les maltes. On va décrire brièvement l'organisation structurale et fonctionnelle du ganglion lymphatique. Donc voilà le ganglion lymphatique et donc il est formé par plusieurs voies lymphatiques afférentes et un seul voie lymphatique efférent. On peut remarquer ici la présence de capsules. C'est pour cette raison, c'est un organe encapsulé, systémique. Sous la capsule, on a ici la zone corticale. Voilà. Au niveau de la zone corticale, ou bien la zone sous-capsulaire, cette zone est riche en follicules lymphoïdes primaires formés par des lymphocytes B naïfs et cellules dendritiques folliculaires qui se transforment en follicules lymphoïdes secondaires après une stimulation antigénique, c'est-à-dire en présence de centres germinatifs. La deuxième zone, c'est une zone paracorticale, ici en vert, ou bien la zone T. C'est une zone thymodépendante riche en lymphocytes T et en cellules interdigitées. C'est un type de cellule dendritique ayant la fonction de présenter les antigènes aux lymphocytes naïfs dans la zone paracorticale. Et finalement, on a la zone médulaire qui est une zone mixte, riche surtout en macrophages et en anticorps. D'accord? Voilà en fait la structure ici d'un follicule lymphoïde primaire qui est formé par des lymphocytes B naïfs, mais bien sûr, suite à une stimulation antigénique, les lymphocytes B s'activent, se prolifèrent, et il y aura ici donc, bien sûr, la formation de centres germinatifs avec la présence des lymphocytes T ici au niveau de la zone claire du centre germinatif pour favoriser la commutation de classe. Voilà. Donc, on va citer les trois possibilités par lesquelles l'antigène arrive aux organes lymphoïdes périphériques et le nom de chaque organe lymphoïde périphérique impliqué dans l'élimination de cet antigène. Si l'antigène est porté par la lymphe, bien sûr, il sera éliminé dans le ganglion lymphatique, puisque le ganglion lymphatique est très riche en vascularisation lymphatique. Antigène porté par le sang, il va être éliminé par la rate. Et si l'antigène pénètre par les muqueuses, par les voies respiratoires, érogénitales, et donc il va être trouvé au niveau des maltes. On peut remarquer ici le système lymphatique, le rôle en fait des voies lymphatiques et on peut remarquer la position ubiquitaire de ganglion lymphatique au niveau de notre organisme qui est très irrigué par la lymphe. C'est pour cette raison, c'est un filtre de la lymphe. Par contre, la rate, c'est un filtre du sang en fait. Et le tissu lymphoïde qui joue le rôle de système immunitaire au niveau de la rate, c'est la pulpe blanche, d'accord? On va compléter la légende et identifier de quoi il s'agit. Donc, c'est quoi ça en fait?
Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut remarquer ici tout d'abord, c'est la lumière intestinale, c'est le lumen. Ici, c'est la lamina propria. Au niveau, ici, on a les cellules épithéliales qui tapissent l'intestin. Ici, les villosités, bien sûr, l'épithélium intestinal. On a la cellule M, ici, la cellule M, qui est accessible à l'entrée des antigènes au niveau de la lamina propria. On a ici le dôme, ici, c'est le dôme. Ici, on a la zone T, très riche en lymphocytes T, et on a le follicule lymphoïde primaire et le follicule lymphoïde secondaire avec un centre germinatif. Il s'agit alors puisqu'il s'agit de lumière intestinale, humaine, cellule M, cellule épithéliale, donc c'est le système immunitaire du type digestif, les gaz ou bien la plaque de Payer. D'accord? On va compléter le schéma en identifiant les différents phénomènes qui ont lieu dans le centre germinatif. Donc, il s'agit d'un centre germinatif. Vous savez que le centre germinatif, il est formé par tout d'abord un manteau formé par des LB naïfs. Au centre, on a trois zones. On a la zone foncée, zone sombre. On a la zone claire apicale et la zone claire basale. D'accord? Au début, on a l'activation de lymphocyte B. Les LB, le LB spécifique de l'antigène va se proliférer pour donner des clans spécifiques. C'est la prolifération clonale. Au cours de la prolifération, des mutations aléatoires ont lieu dans les gènes qui codent pour les chaînes variables d'immunoglobulines du PCR, c'est-à-dire ce sont les hypermutations somatiques. C'est le deuxième mécanisme. Bien sûr, ça perd l'affinité ou augmente l'affinité. Et donc, les lymphocytes B qui ont des PCR de faible affinité sont donc éliminés par apoptose. Et pour ceux qui ont amélioré leur affinité, vont être sélectionnés par les cellules dendritiques folliculaires au niveau de la zone claire. Et par la suite, il y aura la différenciation en cellules B mémoire et en cellules B plasmocytes. Donc, il s'agit de la maturation périphérique des LB au niveau du centre germinatif. Je finis donc par ce dernier question. Concernant l'irrigation sanguine et lymphatique, tout d'abord, il faut noter que tous les organes lymphoïdes sont irrigués par le sang. Mais l'irrigation lymphatique, ça diffère. On va voir ensemble. Donc, quels sont les organes lymphoïdes qui possèdent les deux types d'irrigation, c'est-à-dire qui sont irrigués par le sang, mais qui possèdent aussi l'irrigation lymphatique? Ce sont les ganglions lymphatiques. Quel est l'organe lymphoïde qui possède des voies lymphatiques efférentes et ne possède pas des voies lymphatiques afférentes? Déjà, c'est un seul organe lymphoïde, d'accord? C'est le thymus. Quels sont les organes lymphoïdes richement vascularisés et ne comportent pas d'irrigation lymphatique, c'est-à-dire ni voie lymphatique afférente ni voie lymphatique efférente? Ce sont la moelle osseuse et la rate. Merci. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Voilà.